Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Bonjour, dans 2 jours, les Français voteront lors du premier tour de l'élection présidentielle et, si l'on en croit les sondages, placeront en tête de gondole Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, auteur du livre La Fracture publié par les Arènes, nous dira si cette projection lui paraît crédible et évaluera les chances de Marine Le Pen d'accéder au pouvoir le 24 avril, au soir du second tour. Si ces chances sont réelles, Marine Le Pen le devra à un homme qui n'a cessé de l'humilier tout au long de la campagne, mais qui de fait a roulé pour elle en lui permettant de se recentrer. En réhabilitant Pétain, en se réclamant de Céline et Maurras, en confondant islam et islamisme, en lavant, ou plutôt en salissant plus noir que noir, Éric Zemmour a permis à Marine Le Pen d'apparaître par effet de contraste comme une blanche colombe. Étienne Girard, rédacteur en chef à l'Express, auteur d'un livre sur Éric Zemmour, Le Radicalisé, publié par Le Seuil, mesurera la responsabilité du polémiste dans le blanchiment de l'extrême droite en France. Pour peu qu'Éric Zemmour appelle ses électeurs à voter Marine Le Pen le 24 avril, les 2 héritiers de Jean-Marie Le Pen, l'une biologique, l'autre idéologique, se retrouveront unis dans cette volonté de diriger la France et appliqueront, n'en doutons pas, les fondamentaux de l'extrême droite française en cas de succès. Dans cette hypothèse, aurons-nous encore le droit de nous appeler David ou Rebecca, de manger cachère, de porter la kippa, d'enterrer un proche en Israël? Je poserai la question à Élie Korchia et j'imagine la réponse du président du consistoire central. Il décrira l'état inquiétant de la communauté juive de France, coincée entre le marteau et l'enclume, entre les assassinats islamistes et la privation possible de liberté religieuse. Sombre tableau, je le concède, d'autant plus sombre que cette extrême droite française se montre plus que bienveillante à l'égard d'un dictateur nommé Poutine. Les massacres de civils en Ukraine sont pourtant bien réels et sont considérés comme des crimes de guerre contre l'humanité. Le colonel Éric Emron nous le confirmera. Il a dirigé pendant 3 ans l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre. Son livre, publié par les éditeurs L'Abeille Plomb, La traque est mon métier. Avant d'accueillir nos invités, le Flash Info de Margot Siffer, qui reviendra bien sûr sur l'attaque terroriste d'hier à Tel Aviv. Bonjour Margot. Bonjour Paul, bonjour à tous. Le Flash sur RCJ. 2 hommes de 27 et 28 ans sont morts hier soir dans un attentat à Tel Aviv. Il s'agit de Tomer Morad et d'Etem Majimi. Une quinzaine de personnes ont également été blessées, dont 3 qui sont dans un état grave. Le Premier ministre dit accorder une liberté d'action totale aux forces de sécurité. Ursula von der Leyen et Josep Borrell sont actuellement en route vers Kiev. Hier, l'Union européenne a annoncé une 5e salve de sanctions contre la Russie. Emmanuel Macron est revenu dessus ce matin sur RTL. Et nous avons pris des décisions que la France a beaucoup poussées de sanctions nouvelles ce matin. J'ai noté d'ailleurs l'absence coupable de tous les parlementaires du Front National au Parlement européen quand il s'est agi de sanctionner la Russie, ce qui vous montre l'ambiguïté quand même de certains encore avec ce pays malgré la guerre. Et nous soutenons les Ukrainiens. Cette guerre, malheureusement, ne s'arrêtera pas dans les jours qui viennent. Et au moins 35 personnes ont été tuées et 100 blessées ce matin dans une attaque à la roquette sur la gare de Kramatorsk dans l'est de l'Ukraine. C'était il y a 1 an jour pour jour. Le journaliste Olivier Dubois a été enlevé par un groupe djihadiste au Mali. Cela fait désormais 12 mois qu'il est en captivité. Il est le seul Français encore retenu en otage dans le monde. Et enfin, après la neige et le gel, la tempête Diego traverse ce vendredi le pays. 5 départements sont placés en vigilance orange pour risque d'avalanche. La tempête se dirigera progressivement vers l'est de la France, puis cette nuit vers l'Allemagne. Merci Margot, vous avez évoqué la nouvelle attaque terroriste hier à Tel Aviv. Je vous propose de revenir sur cette horreur avec notre correspondante en Israël, Emmanuel Hadda. Bonjour Emmanuel, merci d'être là avec nous. Shalom à tous. Le terroriste Emmanuel était-il seul ou pas lors de l'attaque hier soir ? Alors c'est une grande question. Oui, il était seul a priori, mais est-ce qu'on peut parler de loup solitaire ? Nous pensons en Israël que, bien évidemment, derrière un homme seul, il y a toute une machine de guerre pour préparer un attentat de cette envergure. Donc on ne peut pas parler de loup solitaire, on peut parler juste d'un homme seul qui agit avec sa mitraillette. Mais derrière lui, c'est le djihad islamique qui était le fourvoyeur de cet attentat. Et qui s'est réjoui de cet attentat hier, qui a fait 2 morts, de nombreux blessés, dont certains graves. Emmanuel, craint-on de nouvelles attaques au premier jour du Ramadan ?
Oui, tout à fait. Le pays est en état d'alerte maximale. Le Premier ministre Naftali Bennett a pris la parole ce matin en s'adressant bien sûr aux Israéliens, en tout d'abord présentant ses condoléances aux familles, mais surtout en réconfortant les Israéliens, en les rassurant, en leur disant que tout était mis en œuvre dans tout le pays pour protéger la population. Mais comme vous le savez, c'est extrêmement difficile de prévoir un attentat. Le ramadan et les prières ce matin à la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem ont eu lieu puisque le roi Abdallah de Jordanie a fait pression sur le gouvernement israélien pour que les prières ne soient pas annulées sur le mont du Temple. Et donc tout à fait, les forces de l'ordre sont sur le qui-vive. Merci beaucoup Emmanuel pour toutes ces précisions. Bonjour Élie Korchia. Bonjour. Vous êtes le nouveau président du Consistoire central de France. Vous avez, et je vous en remercie, répondu à notre invitation pour réagir à la mort de Jérémy Cohen, dont on va parler dans un instant, et pour évoquer évidemment avec nous l'élection présidentielle. Mais cette actualité israélienne s'est malheureusement invitée avec ce nouvel attentat terroriste. J'imagine aisément votre sentiment, Élie Korchia, ce matin. Bien sûr, Paul, un sentiment d'effroi ce matin et que nous avons eu dès hier soir à l'annonce de cet attentat qui vient à la suite de plusieurs attentats terroristes qui ont été commis en Israël au cours de ces derniers jours. Et effectivement, d'abord, le soulagement pour les Israéliens et les habitants de Tel Aviv qui, ce matin, se sont réveillés en sachant quand même que grâce aux efforts conjugués dans l'urgence par les services de police et de renseignement israéliens, eh bien, le terroriste a été neutralisé après plusieurs heures de recherche. Et puis, évidemment, la pensée qui est ce matin la nôtre, les Juifs de France, vis-à-vis de nos frères et sœurs israéliennes et des 2 victimes et des blessés, dont 3 très graves, comme cela a été rappelé il y a quelques minutes. C'est à elles et eux qu'on pense ce matin. Merci, on vous retrouve dans un instant, Élie Korchia. RCJ. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Terreur en Israël, angoisse en France. La campagne électorale a été impactée ces derniers jours par la mort de Jérémy Cohen, un jeune juif de 31 ans. Une mort considérée dans un premier temps comme un accident, mais devenue suspecte à la suite de la diffusion d'une vidéo. Jérémy Cohen avait été auparavant agressé, Laurence Goldman. Oui, Jérémy Cohen a-t-il été agressé parce qu'il était juif? C'est en tout cas, à ce stade de l'enquête, impossible de l'affirmer, selon Éric Matet, le procureur de Bobigny, qui s'est exprimé mardi au cours d'une conférence de presse. Il ne ressort pas des témoignages recueillis jusqu'à présent que l'agression ait été commise pour des motifs discriminatoires. Aucun élément ne permet à ce jour d'établir avec certitude que la victime était porteuse, de manière apparente ou non, d'une kippa au moment de la scène de violence. Bien évidemment, tout élément permettant d'établir un motif discriminatoire à cette scène de violence, en particulier antisémite, donnera lieu à une aggravation de la qualification pénale retenue. Et afin de préciser les motifs de l'agression, identifier les coupables et lever les zones d'ombre, le parquet de Bobigny a lancé un appel à témoins. J'invite toute personne détenant des informations utiles à l'enquête à entrer en contact avec les services de police. L'information judiciaire en cours s'attachera à recueillir toutes les preuves utiles afin d'établir la vérité.
Le 16 février, peu après 20h, Jérémy Cohen, un jeune homme de 31 ans, est mort après avoir été percuté par un tramway à Bobigny. Quelques secondes avant le drame, il avait été passé à tabac par un groupe de jeunes. Une première enquête est alors ouverte pour homicide involontaire par conducteur. Mais une dizaine de jours plus tard, une seconde enquête est diligentée, cette fois pour violence volontaire en réunion, après qu'une vidéo filmant le drame ait été transmise aux enquêteurs. En déplacement dans le Finistère, Emmanuel Macron a demandé la clarté complète sur ce drame, le chef de l'État qui a fustigé la récupération politique de cette affaire. C'est problématique que ce soit Éric Zemmour le premier politique à se saisir de ce sujet. D'abord, je salue l'esprit de responsabilité à la fois des parents et de l'avocat. Je pense que les drames humains, il y en a chaque jour, ne doivent pas donner lieu à des manipulations politiques, quelles qu'elles soient. Voilà. Il faut un travail de la justice et de la police. Et l'enquête se poursuit désormais sous l'autorité d'un juge d'instruction et la police judiciaire du département. Et voilà pourquoi je disais que la campagne électorale avait été impactée par ce drame. Oui, à 5 jours du premier tour de la présidentielle, plusieurs candidats se sont emparés de l'affaire. Dans une série de tweets, Éric Zemmour interroge: est-il mort pour fuir les racailles? Est-il mort parce que juif? Marine Le Pen a pointé l'éventualité d'un acte antisémite et demandé l'ouverture d'une enquête parlementaire. Toute la lumière doit être faite sur ce drame, ont de leur côté demandé Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Selon Le Figaro, le cabinet d'Emmanuel Macron a téléphoné à la famille à la demande du chef de l'État et a demandé au garde des Sceaux de le tenir personnellement informé. J'ajoute, Paul, que la famille de Jérémy Cohen a appelé hier à la prudence et a rappelé que le caractère antisémite n'était à ce stade pas confirmé. Merci Laurence. Élie Korchia, si nos auditeurs nous rejoignent, je rappelle que vous êtes notre premier invité dans cette émission. Vous êtes le président du consistoire central israélite de France. Je dois dire que vous êtes aussi avocat. C'est important de le préciser parce que votre expertise nous intéressera. Vous avez été l'avocat des parties civiles pour les drames de Toulouse, de Montauban et pour la prise d'otage de l'hypercacher. J'imagine, Élie Korchia, que vous avez vu la vidéo? Oui, bien sûr. Une vidéo qui est horrible, hein, qui fait peur, qui fait froid dans le dos. J'allais vous dire, après avoir entendu ce qui a été indiqué par Laurence Goldman, que j'ai un double sentiment ce matin devant vous. Le premier, c'est en tant que responsable de la communauté juive, en tant que dirigeant communautaire de cette communauté juive de France. Le sentiment est un sentiment de proximité, évidemment de soutien très fort vis-à-vis de la famille de Jérémy Cohen et évidemment vis-à-vis de ce jeune de 31 ans qui est mort dans des conditions effroyables, percuté par un tramway, mortellement percuté après avoir été agressé, violenté par ce groupe de personnes. Et puis le deuxième sentiment que j'ai, c'est en tant qu'avocat, parce que en tant qu'auxiliaire de justice, je sais, et avec toute la déraison qu'il peut y avoir, toute la passion qu'il peut y avoir dans une fin de période électorale, avec des récupérations, des instrumentalisations possibles, je sais que la famille a eu raison hier, comme l'avocat, mon confrère Serfati, qui les assiste, a eu raison de le dire à la télévision dès lundi soir. Il faut faire attention sur ce type de dossier. Parce que si le juge d'instruction qui est chargé de cette enquête maintenant, eh bien, récolte des éléments et que dans 15 jours, dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, nous voyons que ce n'était pas du tout une agression antisémite. Je ne sais pas si ce jeune homme connaissait certains de ses agresseurs et j'espère évidemment avant tout à votre antenne aujourd'hui que les agresseurs vont être arrêtés, qu'ils vont être poursuivis et condamnés s'il y a lieu, évidemment, pour les faits qu'ils ont commis. Mais je ne sais pas s'il connaissait les personnes qui l'ont agressé, s'il ne les connaissait pas du tout, et qui se promenait tranquillement dans la rue à Bobigny, et qu'il a été agressé par des inconnus. Alors, nous ne le saurons que par l'enquête, évidemment, qui est confiée au juge d'instruction. Tout à fait, l'enquête le dira, le caractère antisémite n'est pas avéré, bien qu'une kippa ait été trouvée sur les lieux du drame. Sur lui, mais le lien, même indirect, entre l'agression et la mort de Jérémy Cohen est avéré. Bien évidemment, c'est une agression qui a ensuite entraîné, c'est les violences volontaires, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. D'un point de vue juridique, nous savons bien que s'il a été percuté, Jérémy Cohen, par le tramway, c'est parce qu'il s'enfuyait après avoir été agressé. Dans quelles conditions ?
Comment, évidemment, ça c'est l'enquête qui va le déterminer. Ce n'est pas la même chose quand on connaît quelqu'un ou quand on se fait agresser dans la rue par des gens qu'on ne connaît pas et qui vous ont agressé, en quelques secondes. Ce n'est pas la même chose quand on avait une kippa sur la tête et quand on n'avait pas de kippa sur la tête. Il y a un certain nombre d'indices qui devront être pris en considération par le juge d'instruction. Donc, proximité avant tout vis-à-vis de la famille et en mémoire avec ce jeune dont la mort nous a tous profondément choqués. Et ensuite, d'un point de vue juridique, je dirais prudence, tant que nous n'avons pas les éléments qui seront recueillis par le juge d'instruction. Alors, je retiens ce mot que vous prononcez, prudence. Comment avez-vous réagi au fait qu'Éric Zemmour ait parlé publiquement sur TF1 le soir de son invitation de ce drame? Écoutez, à partir du moment où la famille et le père de Jérémy Cohen avaient contacté Éric Zemmour, il était évident qu'il y allait avoir une récupération politique de cette situation et de ce drame. Ce qui est toujours malheureux lorsqu'on est comme ça confronté à un drame humain face à des parents, face à une famille qui ont perdu leur fils de 31 ans. Ce qui est terrible, c'est effectivement de voir cette récupération politique, mais par les uns ou par les autres. Cette récupération politique, en l'occurrence que vous soulevez, effectivement, c'est regrettable parce que je pense que dans le débat public, dans le débat démocratique, surtout à quelques jours de l'élection, du premier tour de l'élection présidentielle, on n'avait peut-être pas besoin de ce type de récupération, surtout à un moment donné où l'enquête et l'instruction démontreront ou pas s'il y a un caractère antisémite. Et je le dis à nos auditeurs qui nous écoutent, ça n'est pas neutre si je le dis, je n'oublie pas que pour avoir suivi de très près ce dossier, moi-même, qu'Éric Zemmour avait été attaqué par la famille de Sébastien Selam, qui lui avait reproché son comportement. Il avait manifesté aucune empathie, pour ne pas dire plus. Et je parle à l'avocat des parties civiles de l'attentat de Toulouse. On sait ce qu'il a dit sur la famille Sandler. Donc la récupération politique de ce drame-là est pour le moins suspecte. Nous avons dit, et j'ai dit, vous le savez bien, Paul Amar, ce que j'avais à penser des déclarations qui avaient été faites par le candidat Éric Zemmour par rapport aux enfants Sandler et par rapport au fait qu'ils avaient été enterrés à Jérusalem. Je n'en redis pas plus. Vous connaissez mes positions à ce sujet et je ne laisse jamais rien passer lorsqu'il y a des déclarations qui sont faites qui, pour moi, ne font pas honneur au débat public. La question s'adresse au président du consistoire central. Si Marine Le Pen est élue, ce qui n'est plus exclu, nous en parlerons tout à l'heure avec Frédéric Dabi, avec l'aide d'Éric Zemmour, nous en parlerons avec mon confrère Étienne Girard. Alors, vous vous appelez Élie, vous changerez de prénom? Non, maître. je ne changerai pas de prénom. Je ne changerai pas de prénom. Je ne sais pas si vous mangez cachère, mais vous continuerez de pouvoir manger cachère? Et je continuerai à manger cachère et j'espère bien continuer à mettre la kippa lorsque j'irai à la synagogue et lorsque j'en reviendrai le Shabbat ou lorsque je viendrai dans ce studio de radio pour parler comme président du Consistoire de France sans avoir, je l'espère, à subir une contravention dans la rue. Non, je crois que la liberté de pratique religieuse, la liberté d'exercer notre culte, qui est au cœur des principes de la République française et de notre Constitution, rappelons-le à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Ce principe ne doit pas être combattu, ne doit pas être battu en brèche comme il l'est actuellement par plusieurs personnes qui se réclament toutes, reconnaissons-le, de partis extrémistes et qui, dans notre pays, voudraient restreindre. C'est ça l'enjeu de notre question et de votre question, Paul Amar. C'est certaines personnes qui voudraient restreindre la liberté d'exercer notre culte et notre pratique religieuse, ce qui n'a jamais été remis en cause depuis des décennies et plusieurs siècles. Et là, on est dans une période où, effectivement, de par l'affaiblissement, voire même l'effondrement de certains partis traditionnels, et on le voit bien dans cette campagne, ça avait déjà commencé en 2017, mais alors là, on a atteint des degrés qu'on n'avait jamais atteints en 2022, eh bien, l'effondrement de ces partis traditionnels ont permis, non pas l'éclosion, mais l'approfondissement des thèmes des partis populistes. Et effectivement, la liberté religieuse, la liberté d'exercer son culte est aujourd'hui en danger. Et en tant que président du Consistoire israélite de France, je tiens à rappeler ce principe qui doit nous permettre, vous l'avez rappelé notamment, de continuer à pouvoir manger cachère dans notre pays, normalement, avec un abattage rituel qui s'est toujours passé tout à fait normalement avec les sociétés d'abattage. Vous savez que le grand rabbin Fison travaille avec nous, avec le grand rabbin de France, avec moi-même, sur ces questions. Et nous avons été reçus il y a quelques jours par le président du Sénat, Gérard Larcher, au Sénat, pour parler justement de la liberté de culte, la liberté de pouvoir continuer à manger cachère, l'abattage rituel, et nous avons parlé aussi de cela dans le cadre de la loi
pour les principes confortant les principes de la République, qui avait été dite loi contre le séparatisme, eh bien tout ça c'est au cœur de la campagne électorale, mais ce sera aussi au cœur des préoccupations des citoyens juifs de ce pays au lendemain du premier tour. Laurence ? Oui, nous suivons très près sur RCJ les conversations, les échanges sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. L'émotion, l'émoi, le désarroi, même après la révélation de cette affaire Jérémy Cohen est perceptible. Mais on sent également que certains de nos co-religionnaires vont céder aux douces sirènes de vote en faveur de l'extrême droite, en particulier pour Éric Zemmour, surtout depuis le début de la semaine et son engagement dans cette affaire. Est-ce que vous, en tant que président du consistoire central, vous avez un message à adresser à la communauté juive 2 jours avant le premier tour ? Écoutez, moi j'ai toujours été clair, je n'ai jamais varié dans ma position et je la redis aujourd'hui à votre micro, Paul Amar. Il n'y a pas de vote juif. Je ne crois pas au vote juif. Et je veux le redire à votre antenne, parce que ceux qui pourraient penser, et celles et ceux qui nous écoutent ou d'autres, qui pourraient penser qu'il y a un vote juif, se trompent. Qu'il y ait eu des personnes, et qu'il y ait des personnes qui puissent être séduites par le discours d'Éric Zemmour ou d'autres candidats à cette élection, ça se comprend. Parce qu'on en connaît, on en voit autour de nous. Mais c'est le cas dans la société française tout entière. Cette campagne et cette candidature d'Éric Zemmour a rebattu certaines cartes. D'ailleurs, on nous a parlé de la recomposition de la droite. Ça n'a pas été une recomposition de la droite jusqu'à ce jour. On est à la veille du premier tour. Ça a été une recomposition de l'extrême droite sur l'affaiblissement d'ailleurs du parti Les Républicains. C'est ça ce qu'on est en train de vivre. Donc, que vous ayez des citoyens français, qu'ils soient juifs ou non. Mais effectivement, vous l'avez dit, quand on a un candidat qui s'appelle Éric Zemmour, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des candidats, évidemment, un candidat notamment qui puisse drainer plus de voix au sein de la communauté juive. Je ne suis pas autiste, j'en ai bien conscience. Mais ce qu'il faut redire, c'est qu'il n'y a pas de vote juif, que ceux qui veulent voter votent pour qui ils veulent, et je pense même que c'est contre-productif de vouloir donner des consignes de vote. Parce que si je disais aujourd'hui une consigne, eh bien, il n'y a pas pire comme consigne, je dirais. Donc respectons le vote des Français au premier tour, pour les candidats pour lesquels ils auront voté, mais avec 2 consignes, si vous le permettez. Là, pour le coup, allez voter. Ne pas être abstentionniste, parce que quand on a la chance de pouvoir voter, il faut le faire dans une démocratie comme la nôtre. Et puis deuxièmement, faisons très attention aux extrêmes, parce que si on a un message à faire passer quand même, c'est qu'on a toujours vu que lorsque des partis extrémistes ou populistes sont arrivés au pouvoir, on sait ce qui s'est passé plus tard, ça n'a jamais donné rien de bon, et notamment pour les juifs dans les pays qui les fréquentaient. Merci beaucoup, Élie Korchia, pour cette contribution à ce débat à 2 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Nos prochains invités, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, Étienne Girard, rédacteur en chef à l'Express. Ils nous parleront justement de l'inexorable ascension de l'extrême droite en France, une extrême droite désormais plurielle, mais en apparence seulement.